Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc Gabriel Attal, le ministre délégué au compte public, a présenté ce mardi un plan de lutte contre la fraude fiscale avec un objectif: faire payer ce qu'ils doivent aux ultra-riches et aux multinationales qui fraudent. Le gouvernement entend donc répondre aux besoins de justice sociale dans ce pays. Mais Marine Le Pen estime que les motivations du gouvernement sont autres. Écoutez ce qu'elle a dit ce matin sur Sud Radio chez Patrick Roger. Tout ce que fait le gouvernement est marqué du sceau de l'électoralisme. Et c'est ça que je trouve absolument détestable. Ils n'ont pas de principe. Et comme ils n'ont pas de principe, eh bien, en réalité, ils vont là où ils pensent qu'ils vont pouvoir soit débrancher des oppositions, soit obtenir quelques voix. Ça n'est pas comme ça que l'on gouverne. On gouverne en pensant à l'intérêt supérieur. Alors, est-ce que pour vous, ce plan contre la fraude fiscale, c'est un gage donné à la gauche après la réforme des retraites qui a mis beaucoup de gens de gauche dans le mécontentement et dans la rue? Ou est-ce que c'est, encore une fois, comme la fraude sociale, c'est plutôt un argument de droite et la fraude fiscale, c'est un argument de gauche? De bonne loi, puisque a priori la fraude fiscale est beaucoup plus grande que la fraude sociale. Le seul numéro pour réagir, le 0826 300 300. Et à cette question, lutte contre la fraude fiscale, est-ce que c'est un gage donné à la gauche après la réforme des retraites? Vous êtes un petit peu mitigé. C'est serré, oui. Vous dites oui à 54%. Et pour en parler, notre invitée Nadia est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio, vice-présidente de la commission des finances de l'Assemblée. Philippe Bilger, forcément, quand on parle depuis le temps qu'on en parle, on dit tout le temps la fraude sociale, c'est la droite, la fraude fiscale, c'est la gauche. Est-ce que là, on va pas chercher un petit peu de l'électorat de gauche? Depuis ce matin, j'entends des critiques globales sur ce qu'a proposé Gabriel Attal. Déjà, tout ce qui est global dans la dénonciation me gêne. Alors j'entends bien, on peut parler d'électoralisme, j'ai entendu même évoquer du cynisme, j'ai entendu évoquer la fraude fiscale comme remède à l'absence de lutte contre la fraude sociale, mais à la limite, peu m'importe. Ce qui me touche, c'est que on ne peut pas dénier que de toute manière, ce retour au réel est positif, même s'il est tardif. Et j'avoue que je vais me contenter très modestement de ce qu'offre Gabriel Attal, dont il paraît que la plupart des mesures sont déjà mises en œuvre, pourraient l'être. Et je dis que ça représente un progrès modeste, mais un progrès tout de même, et que ça n'est pas uniquement cynique. Françoise Degois. Oui, moi je ne suis pas du tout la complaisance de Philippe Bilger, parce que pour Emmanuel Macron, il a aussi les yeux de chimène pour Gabriel Attal. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Oui, et moi je crois vraiment. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez acheter les voix de la gauche, franchement, avec ça? Regardez bien l'annonce. 25% de contrôles fiscaux supplémentaires. Bon. Qui vous dit qu'ils vont être faits. Je crois que les livrets A seront au-dessus de 100 €, c'est ça, seront contrôlés. Sérieusement, est-ce que vous pensez vraiment, ma chère amie, j'aime beaucoup votre travail et je vois vos tweets et je les lis aussi, est-ce que vous croyez vraiment que vous allez acheter une seule voix de gauche avec une mesure, alors que ça fait des mois... Mais ça, c'est pas eux qui le disent, c'est moi. Non, mais oui, non. Mais c'est fait pour ça, mais soyons sérieux, évidemment que c'est fait pour ça. On envoie un supposément ministre de gauche pour annoncer une supposée... ça fait des mois que la gauche demande une taxation sur les super profits. Ça fait des mois que les centristes ont trouvé le vous truc. devriez être contente, Françoise. Mais les contrôles signifient la taxation. Non mais sérieux, vous vous moquez de moi ou vous posez des questions juste pour m'énerver ou pour parce que... Je n'ai pas posé de questions, j'ai juste dit vous devriez être content. Parce qu'on annonce 25% de plus de contrôles fiscaux. Moi j'ai besoin d'argent sonnant et trébuchant. Il n'y a pas de taxation sur les super profits et même les centristes qui demandaient une taxation sur les super dividendes ne l'ont pas obtenue. Alors Sophie Gauguin. Quand j'entends les propositions fiscales de Françoise Degois, votre surnom pourrait être le bourreau de mes thunes. Non, mais là, Philippe m'étonne parce que... Elle est très bonne, j'avoue. Faites pas attention. Non, faites pas attention. Philippe m'étonne parce que dans sa rigueur, dans l'approche de la politique... Il n'a plus aucune rigueur avec Attal. Oui, voilà. Bon, on est quand même sur une session de rattrapage. Oui. De rattrapage, de sparadrap. Pour moi, c'est encore un plan sparadrap parce que, comme toujours, et c'est aussi les règles des politiques publiques et de la finance publique en France, c'est-à-dire que si on estime avoir des recettes par rapport à ce plan fiscal, quel que soit ce qu'on en pense sur le fond, c'est pour faire quoi? Pour faire quoi?
parce que le fond de la politique, c'est ça. Donc annoncer un plan de rattrapage fiscal pour donner un plan où, des gages à la gauche, alors que des pans entiers de l'économie s'écroulent, que la question du pouvoir d'achat n'est toujours pas réglée, que le gouvernement n'a toujours pas tranché sur les prix de l'énergie avec un débat sur l'Europe, et qu'on a une activité économique qui est quand même de plus en plus tendue ces dernières semaines sur le territoire et politique. Je veux dire, ce qui aurait été intéressant, c'est que M. Attal dise pourquoi faire et comment réorienter sa politique et la politique du gouvernement avec des recettes escomptées. Et là, comme d'habitude, il n'y a aucune issue. C'est-à-dire qu'on est sur une annonce de mesures qui, effectivement, pour certaines, arrive déjà, qu'on ne pourra pas vérifier, avec aucun fléchage à destination de celles et ceux qui attendent des réponses sur le pouvoir d'achat, sur la situation économique du pays et sur la façon dont la France est défendue. LR, NUPES, ensemble. Vous êtes du même côté avec Philippe Bilger. Ça va donner la voix lyotte. Vous allez être plus enthousiaste, enfin. Le conservatisme vous rejoint. On laisse parler Nadia Hay, vice-présidente de la Commission des finances. J'ai pris effectivement quelques notes et j'espère pouvoir répondre à toutes vos interventions. Mais c'est vrai que, vous savez, la lutte contre la fraude fiscale, c'est une mesure de justice sociale. Et je pense que là-dessus, on peut tous s'entendre autour de cette table. C'est pas un effet d'annonce, c'est sérieux. C'est un travail sérieux, la lutte contre la fraude. Et ça fait des mois que la gauche, certes, peut-être nous demande de faire quelque chose contre la fraude fiscale. Mais je peux vous dire que ça fait des années que la majorité y travaille. Parce qu'en 2018, nous avons fait sauter le verrou de Bercy. En 2018, nous avons créé la police fiscale avec un effet immédiat, sonnant et trébuchant, qui sont sur le dernier quinquennat 45 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'État. Donc oui, c'est une lutte de tous les instants. Nous avons aujourd'hui, encore une fois, travaillé depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, sur un travail transpartisan, et je tiens aussi à le rappeler, d'ailleurs M. Attal l'a souligné, pour avoir un plan de lutte efficace contre la fraude. Et vous savez aussi, comme moi, comme de nombreux de nos concitoyens, que la lutte contre la fraude, c'est un travail de tous les instants, que derrière, il y a une ingénierie qui se met en place, que la principale activité de ces génies du crime, parce que aujourd'hui, ça va être du ressort du pénal, d'ailleurs, ça l'a été, ça s'est renforcé par le nouveau délit qui est créé par ce plan, eh bien, leur principale activité, c'est de détourner les règles et de déjouer la réglementation. Et donc, le plan qui est affiché aujourd'hui, il est ambitieux, il est documenté, il est transpartisan pour répondre efficacement à ce que nous connaissons aujourd'hui, et il faut avoir ce travail de prospective pour anticiper justement ces génies du crime, leurs activités, à travers la création de cet observatoire. J'ai une question. Vous parlez de génie du crime. Je termine juste par cette dernière phrase. Ensuite, on rebondit sur le génie du crime, mais encore une fois, je pense que et les propos de Marine Le Pen sont vraiment, encore une fois, assez hallucinants. Moi, de toute façon, à chaque fois qu'elle s'exprime, ça me fait sourire, mais d'ailleurs, derrière tout ça, j'ai plutôt peur pour mon pays et surtout par la montée de l'extrême droite, parce qu'elle est nulle, elle n'y comprend absolument rien à ce que nous sommes en train de faire, elle ne comprend rien au système et la manière dont ça se passe. Elle parle d'électoralisme, c'est qu'elle n'a rien compris. C'est parce qu'elle ne sait pas comment fonctionne aujourd'hui notre système de fraude et surtout de la manière dont on y répond. Créer un service du renseignement fiscal, après avoir créé une police fiscale, après aussi, et dans le même temps créer ces nouveaux délits qui sont du ressort du pénal. Là, c'est nouveau, c'est efficace, et c'est Emmanuel Macron et sa majorité qui l'a mis en place. Moi, j'entends tout ce que vous dites, vous me sortez tout votre... vous êtes content d'avoir les voix du RN pour voter l'ensemble... Ah non, pas moi, Madame Desgouin, vous pouvez pas me faire... Françoise, vous pouvez pas me faire ce... Soyez sympa, je termine. En tout cas, votre majorité a été très heureuse d'avoir les voix. Je peux vous dire qu'ils votent plus Sauva avec la France Insoumise qu'avec nous. Non, pour voter l'ensemble des mesures, soyez sympa de me laisser finir, l'ensemble des mesures, vous avez été très heureuse, vous avez été très heureux. Renaissance de filer plusieurs vice-présidences, arrêter avec le cinéma sur l'Assemblée nationale, pas vous, mais en tout cas votre parti. Moi, les génies du crime, les génies de la fiscalité. Il y a une ingénierie derrière. D'accord, il y a une ingénierie. Donc c'est les grandes boîtes, c'est les grandes boîtes du CAC 40 je dis des experts du crime. Mais ils disent les super revenus. Les super revenus, c'est pas les génies du crime. J'imagine que les super revenus, c'est toutes les boîtes du CAC 40 que vous allez contrôler. Non, parce que nous, vous savez, on
fait la différence entre... Vous partez du principe que tout le monde est fraudeur. Nous, c'est ce qui fait la différence avec peut-être la gauche. Je voudrais terminer. Non, déjà, vous voyez, ça c'est une caricature. Est-ce que les génies du crime, c'est les génies de l'optimisation ou de la fraude? Est-ce que quand Gabriel Attal parle des super riches, il parle pas des génies du crime, il parle des super boîtes qui font des super bénéfices. Donc, est-ce que vous allez multiplier par 5% ou 20% les contrôles sur Bolloré, sur Arnaud, etc. Non, mais parce que justement, mais c'est hyper intéressant ce que vous mettez sur la table. Et d'ailleurs, on y répond partiellement, pas en totalité, parce que c'est une lutte à l'échelon international. Et c'est pourquoi, dans ce plan, il y a la création de cette proposition de créer une COP fiscale. Là aussi, c'est inédit. C'est pour embarquer tous les autres pays avec nous dans cette lutte contre la fraude fiscale. Mais c'est pour lutter contre toutes les zones grises, toutes ces opérations qui sont faites avec les filières, avec les maisons mères à l'étranger, pour permettre justement de diminuer leurs bénéfices en France. Ça touche les clients les plus fortunés et ça touche de grandes entreprises internationales. Françaises. Oui, et si Total se retrouve dans cette zone grise, évidemment, cette mesure-là s'appliquera à l'ensemble des entreprises qui se retrouveront, aux clients fortunés qui se retrouveront dans cette zone grise. Mais sans jeter l'opprobre sur qui que ce soit. C'est pour avoir un objectif précis, celui de lutter contre la fraude fiscale et ne pas laisser justement toute cette ingénierie se développer. Et pourquoi quelle est la différence finalement avec Tracfin? Est-ce que c'était pas suffisant aujourd'hui ce renseignement financier? Ça vient compléter. Vous savez, Tracfin, c'est aussi des signalements qui sont faits auprès de Tracfin pour rendre justement Tracfin très efficace. Eh bien, avec la police fiscale, avec ce nouveau service de renseignement qui va être créé, eh bien, ça permet aussi d'alimenter les dossiers Tracfin pour qu'il y ait une solidité derrière et ensuite poursuivre derrière. Donc, tout ça, c'est un complément d'outils qui sont mis déjà en place, d'autres qui sont nouveaux. Et je rappelle une mesure extrêmement importante dans le cadre de ce plan, c'est la création de 1500 postes pour venir appuyer, mettre en œuvre et poursuivre des agents d'élite avec la création de 40 officiers fiscaux judiciaires. C'est inédit en matière aussi de moyens humains. Donc, je ne dis pas que ce plan-là est une solution miracle, je dis juste qu'il est ambitieux, il a été documenté, travaillé en transpartisan. C'est peut-être aussi cela qui fait sa particularité dans l'efficacité. C'est parce que ça a été travaillé de manière beaucoup plus large. Madame la Présidente, j'ai entendu ce matin un certain nombre de spécialistes, enfin qui se présentaient comme tels, qui disaient qu'il y a déjà à l'heure actuelle dans le droit un certain nombre des mesures qui sont projetées. Deuxième élément, ils indiquaient qu'il était impossible techniquement de procéder à tous les contrôles qui devront être faits, et ce dont parlait Françoise Degois. Et dernière question, pardonnez-moi un peu provocatrice, mais à ma manière, est-ce que ça n'est pas une manière de répondre à cet argument dont Emmanuel Macron ne parvient pas à se débarrasser d'être le président des riches, à votre avis? Je me demandais quand est-ce que ça allait intervenir dans notre échange. Tu as vu que ça vient pas de moi. Oui, et je suis assez étonnée. Ça vient du conservateur macroniste. Je ne voulais pas vous décevoir. Mais écoutez, vous ne me décevez absolument pas. Je peux vous dire que la fille d'ouvrier que je suis a défendu cette mesure qui est la suppression de l'ISF. Parce que tout est parti de là. On a touché à un totem, à un symbole, qui a toujours été celui, effectivement, peut-être de la gauche et aussi de la droite, parce que la droite voulait y toucher, la gauche s'interdisait de le faire. Et donc, ça a toujours été un symbole d'un côté comme de l'autre. Nous avons regardé l'effet pragmatique de cet impôt, qui ne sert pas notre économie. Et je peux vous dire, je suis pas bien placée pour défendre les plus riches d'entre nous, bien au contraire. Sauf que c'est un impôt qui est inefficace et qui ne répond pas justement à ce besoin de solidarité et donc l'objectif initial qui lui avait été assigné. Et donc nous l'avons supprimé et je pense que nous avons bien fait, parce que la suppression de l'ISF et d'autres mesures qui l'ont accompagné, le prélèvement forfaitaire unique, un ensemble de mesures fiscales aussi. C'est ça, c'est le prélèvement forfaitaire unique. Vous le dites en anglais. Je vous dis, je me moque de vous surtout. Non, vous pouvez vous moquer de moi. D'ailleurs, d'autres l'ont fait avant vous, Madame Degois. Et je peux vous dire que ça m'a pas perturbé une seule seconde, parce que je suis extrêmement droite dans mes bottes, dans le sens où nous avons augmenté les investissements aujourd'hui dans les entreprises. Vous pouvez dire oui, c'est factuel, Madame Ce sont plus de 10 milliards d'euros d'investissements supplémentaires dans les entreprises. C'est un taux
un taux de chômage qui diminue. Je peux vous dire Valérie Rabault dit pas la même chose que vous. Pourtant, c'est une grande spécialiste Valérie Rabault, vous savez, il lui a été proposé, Madame Desgois, de siéger. Degois, pas Desgois. Degois, pardon. Il m'a été. Vous n'avez rien à voir avec Robin. Pardon, Madame Degois. Voilà. Pardonnez-moi, Françoise, si vous me le permettez. Madame Rabault lui a été proposé lors du précédent quinquennat de siéger comme tout autre député, de l'opposition, de siéger au sein du comité de l'évaluation de la fiscalité du capital. Sa réponse, elle a dit non. Alors moi, je veux bien ensuite que derrière on critique, mais quand il s'agit de travailler, finalement, il n'y a plus beaucoup de monde. J'ai une question à vous poser. Pour votre question. Ma première, dérisoire, mais... Pardon, Philippe, vous pouvez la répéter ? Dans le micro. Dans le micro n'existe pas déjà. Oui, pardon. Il y a des mesures, et d'ailleurs, Gabriel Attal, lui aussi, a été très honnête sur le sujet. Mais par contre, vous pouvez inventer toutes les mesures que vous voulez. Si derrière, vous ne mettez pas les moyens financiers et humains, et c'est peut-être ça aussi qui manque aujourd'hui à notre système de lutte antifraude, eh bien, ce sont des moyens humains. Et c'est ce que va aussi apporter cette création de 1500 postes. Et ce sont des moyens financiers, je crois de mémoire, mais c'est le chiffre vraiment, mais à vérifier, je vous le dis, c'est presque 100 millions d'euros qui vont être mis sur la table sur ce plan. Donc, il va venir accompagner la création de postes et d'autres mesures. J'ai une question pour une réponse courte, que Sophie et Cécile ont aussi une question. A priori, la principale fraude, mais c'est dur à quantifier, comme c'est de la fraude, c'est la TVA. Qu'est-ce qu'on va faire pour s'en prendre à la fraude à la TVA ? Eh bien, justement... On parle de 25 milliards quand même. Eh oui, mais la fraude, vous avez la fraude à la TVA, vous avez des opérations qui sont menées à l'étranger sur les fameux prix de transfert, le lien qu'on peut avoir avec les trusts à l'étranger. Eh bien, c'est toutes ces fraudes-là sur lesquelles il va falloir qu'on intervienne. La fraude à la TVA, c'est renforcer aussi toutes les capacités d'action des douanes pour permettre là aussi davantage de réprimander, de sanctionner, d'identifier. Ça aussi, il va y avoir un projet de loi sur les douanes qui va venir répondre aussi à ce type de fraude. Sophie Gauguin. Oui, non, mais encore une fois, si on peut peut-être sur certaines mesures porter du crédit à un travail de fond, c'est pour faire quoi dans le projet politique ? Parce que c'est ça qu'attendent les Françaises et les Français à un moment donné où on sort. Bah oui, mais il est où le plan de quel est le plan de redistribution ? Quelle est votre priorité par rapport à ça ? Et on connaît l'état abyssal des dépenses publiques et on voit bien que les sanctions tombent petit à petit par rapport aux cotations françaises. Donc voilà, c'est quand même, ça arrive à un moment politique où on peut s'attendre à plus de profondeur et des objectifs. C'est ça qui est assez étonnant et frappant à chaque fois, c'est qu'on nous taxe de ne pas avoir justement de vision, d'ambition. Or, elles sont extrêmement claires. Non, d'objectifs précis. Non, mais d'objectifs précis qui est de donner plus de solidité à notre service public, de refonder notre école, de refonder notre système de... ça dépend des fraudes, Madame Degois. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui... Non, mais après, voilà, je réponds à une question parce qu'après on va nous taxer de ne pas avoir de vision et d'ambition. C'est de renforcer nos services publics, de les rendre mieux et plus efficaces dans nos territoires. C'est ce que nous avons commencé à faire et c'est ce que nous voulons faire davantage. Donc tout ce qui aujourd'hui finançait notre système de... Oui, mais ça c'était sous votre... Permettez-moi, c'était sous votre gouvernement que les services publics ont fermé. C'est pas sous le nôtre, bien au contraire. Vous restez avec nous, vous restez encore 5 minutes, on fait une pause et on vous revient dans un instant. Bougez pas, restez avec nous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Allez, la suite de ce débat justement sur les propositions de Gabriel Attal, de mettre fin, en tout cas de lutter contre la fraude fiscale des multinationales et des ultra-riches. Et on a gardé Nadia, elle n'est pas du tout, elle pouvait partir, mais elle est restée avec nous, vice-présidente de la Commission des finances de l'Assemblée. Et je reviens sur cette question que vous a posée forcément notre amie Sophie Gauguin, vice-présidente de la région Normandie. Aujourd'hui, lorsque vous allez chercher cet argent, d'ailleurs je rebondis sur la question de Françoise, quels sont les objectifs et la finalité de cette recherche de fraude fiscale? Alors d'abord l'objectif c'est de mettre fin à une impunité contre la fraude fiscale et je pense que là tout le monde peut s'accorder à dire que le fait que vous ne payez pas une amende vous soyez poursuivi, mais par contre déjouer ou détourner le fisc français ça reste toléré. Donc c'est déjà vraiment lutter efficacement contre les fraudeurs et encore une fois j'insiste sur l'effet justice sociale je pense. Et puis on peut pas
aujourd'hui construire un budget général sur des potentiels gains ou recettes que nous pourrions obtenir de cette opération. Oui, il y a des estimations qui sont faites, mais justement, c'est aussi pour objectiver tout cela que le comité d'évaluation de la fraude fiscale va être créé, parce que tout le monde y va de ces chiffres un peu farfelus, pas objectivés, à peine sourcés ou documentés. Donc là, c'est vraiment créer un office extrêmement sérieux qui travaille sur ce sujet. Mais encore une fois, c'est là aussi l'objectif, lutter contre les fraudeurs. Ensuite, la vision que nous avons, nous, de la politique portée, c'est renforcer nos services publics et les rendre, encore une fois, plus efficaces pour que l'école soit de la République, soit à la hauteur des objectifs qui lui sont assignés et fixés. C'est que notre système de santé soit beaucoup plus performant et réponde à la demande de soins. Et c'est aussi, aujourd'hui, atteindre tous les enjeux du XXIe siècle. C'est d'être au rendez-vous du virage numérique et des nouvelles technologies. C'est d'être au rendez-vous de la décarbonation pour travailler à une vraie transition écologique. Et tout cela, ça marche pas avec des programmes, des mesures que nous détaillons et que nous mettons en œuvre depuis 6 ans. Avoir attendu si longtemps? Mais ça fait pas 6 ans que nous avons en 2018 fait sauter le verrou de Bercy. J'insiste encore une fois. Nous avons créé une police fiscale. Non, mais cette chasse à la fraude, oui, justement, en fait. C'est ce que je vous disais. C'est que, en fait, vous avez aujourd'hui une ingénierie. C'est très complexe de lutter contre la fraude. Je peux vous dire, j'ai travaillé dans la banque et je peux vous dire que le premier objectif aussi du banquier et dans sa règle déontologique, c'est de lutter contre le blanchiment et de la fraude. Donc c'est très complexe. Il y a des outils aussi qui sont développés, pas chaque jour, mais presque, par tous ces ingénieurs du crime. Et donc c'est d'y travailler d'arrache-pied, et c'est un travail de tous les instants pour apporter des réponses efficaces. Non mais moi j'entends ce que vous dites, je connais votre passion pour les finances publiques, vous êtes une personne de valeur, c'est pas ça le sujet. Vous avez bien tablé sur un chiffre et je repose la question que pose Sophie parce que c'est ça, vous pouvez pas nous expliquer au doigt mouillé, on va faire un peu des écoles et pour le numérique, cet argent, étant donné l'état de nos finances publiques, vous le réinjectez où? Vous avez très bien vu, la crise des Gilets jaunes par exemple est partie d'un mensonge sur la façon dont la taxe allait être réinjectée. Donc dites-nous sur combien vous tablez, ne me dites pas que vous n'avez pas fait de prévisionnel. C'est ça qui est intéressant, Françoise, dans votre question, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous avez des recettes qui sont pas, c'est pas une taxe affectée, c'est pas une recette qui est affectée, c'est une recette qui va aller dans le budget général et qui va répondre à l'ambition. Elle répond aujourd'hui à notre ambition que nous avons parce que nous sommes en responsabilité, qui est de plus de services publics, mieux de services publics pour nos concitoyens. Et puis demain, vous allez avoir potentiellement d'autres gouvernements et qui auront aussi leur vision. Mais ça va aller dans le recette du budget général et ce n'est pas un impôt qui va être affecté. Merci beaucoup Nadia. Une recette de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Voilà. Juste, je vous arrête pour vous dire que l'Assemblée nationale vote à l'unanimité pour l'inscription du groupe paramilitaire russe Wagner sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Et je suis désolée de ne pas être à l'Assemblée pour voter vraiment là aussi une proposition de résolution qui était essentielle et qui vraiment affiche très clairement notre détermination à lutter contre toute organisation terroriste. Des gens présents. Un petit mot de chacun. Oui, je suis là. Je regrette. Je sais que c'est la politique, on envoie un signal, mais je redis que Wagner est une organisation salement criminelle, mais pas terroriste. Je ne peux pas reprocher à l'Assemblée nationale d'être de mon avis. Voilà, c'est ça. Sophie Gauguin. Oui, je pense que l'objectif, c'est d'envoyer un message politique très fort. Oui, aussi. C'est une proposition de résolution. Et c'est la résolution, c'est souvent le cas des résolutions, et tant mieux si ce message politique est adressé, quand bien même sur le droit, la question est ailleurs.